Ce n'était pas de l'or, ce n'était pas du pétrole. Ce qu'Ibrahim Traoré a versé dans les veines du Burkina Faso, ce furent des poissons. 150 tonnes de tilapias, de carpes et de silures, relâchées en une seule journée. Des vagues d'argent, vivant se déversant dans les rivières asséchées, sous les regards ébahis des villageois, protégés par les soldats, captés par les caméras du monde entier. Pour les uns, ce fut un spectacle insensé. Pour les autres, un acte de renaissance. Pourquoi un pays enclavé, pauvre et assoiffé, choisirait-il d'investir dans des poissons plutôt que dans des hôpitaux ou des routes? Folie ou clairvoyance? Dans cette scène hors du commun se joue pourtant bien plus que l'avenir d'un repas. C'est une bataille pour la souveraineté, une déclaration que le Burkina Faso refuse désormais de tendre la main pour survivre. Alors, ce geste audacieux d'Ibrahim Traoré est-il une utopie romantique ou une stratégie destinée à redéfinir le destin d'un peuple? Et surtout, qu'est-ce que cela nous dit aujourd'hui des actualités Afrique? Si vous croyez que l'éveil de l'Afrique a commencé, abonnez-vous et restez jusqu'au bout de cette histoire. Le Burkina Faso est un pays sans accès à la mer. Depuis des décennies, ses marchés dépendent de camions venus d'Abidjan ou de Tema, chargés de poissons congelés emballés sous plastique. Dans les villages, les filets étaient vides, les rivières épuisées et les familles réduites à consommer des aliments sans protéines. La malnutrition gagnait du terrain, tandis que les élites politiques détournèrent le regard, répétant que cette dépendance était une fatalité géographique. Ibrahim Traoré a refusé cette résignation. Son choix fut radical, réintroduire la vie là où l'on ne voyait plus que la sécheresse et la dépendance. En une opération minutieusement préparée, 150 tonnes de poissons vivants, tilapia robustes, carpes résistantes et silures adaptées au courant furent déversées dans les cours d'eau. Ce ne fut pas un geste improvisé, mais une démonstration de volonté nationale. Les images marquèrent les esprits. Des bateaux escortés par l'armée, des ministres observant en silence, des enfants criant de joie en voyant l'eau s'agiter de nouveau. La scène se propagea sur les réseaux sociaux, traversant Bamako, Niamey et même Paris, où les diasporas africaines virent dans ce geste une réponse aux humiliations héritées de la dépendance coloniale. Les critiques ne tardèrent pas. Certains économistes qualifièrent cette initiative de gaspillage insensé, une pluie d'illusions pour détourner l'attention des problèmes réels. Mais pour les habitants du Burkina Faso, il s'agissait de bien plus que de poissons. C'était le signe tangible que leur pays pouvait se nourrir par lui-même, sans tendre la main à ses voisins ou aux bailleurs étrangers. Car Ibrahim Traoré avait compris une vérité simple: la nourriture est pouvoir, et la souveraineté commence par le droit de nourrir son peuple. Dans un pays où la sécheresse brûle les champs et où la faim devient une arme politique, redonner vie aux rivières signifiait offrir dignité et indépendance. Mais ce déversement spectaculaire n'était que le prélude. Car au-delà des poissons, c'est tout un peuple qui allait redécouvrir sa force. Quelques semaines après l'événement, les premiers signes apparurent. Les pêcheurs, qui avaient presque abandonné leur métier, sentirent à nouveau le poids des filets. Les marchés locaux, longtemps saturés de filets congelés venus de Côte d'Ivoire, se couvrirent de paniers remplis de tilapia fraîchement pêchés. Les femmes, jadis contraintes de vendre du poisson importé et hors de prix, proposaient désormais des produits locaux accessibles. Pour les enfants, le changement fut immédiat. Le goût du poisson frais revint dans les assiettes, la malnutrition recula, et avec elle renaissait l'énergie dans les écoles. Les enseignants remarquaient déjà une différence, une concentration plus forte, une présence plus régulière. Ce qui semblait un geste symbolique prenait des contours concrets et bouleversait la vie quotidienne. L'effet psychologique fut tout aussi puissant. Pour la première fois depuis longtemps, le peuple voyait un acte gouvernemental qui se traduisait directement dans son assiette. La confiance, si rare dans le Burkina Faso, meurtri par les crises, reprenait forme. Chaque poisson sorti des rivières devenait une preuve, un témoignage vivant que le pays pouvait compter sur lui-même. Ainsi, ce qui n'était au départ qu'un pari écologique prit une dimension existentielle, une victoire intime contre la fatalité, un sursaut de dignité. Le peuple murmurait
Ibrahim Traoré n'a pas seulement donné du poisson, il a rendu l'espoir. À l'international, l'écho fut immédiat et contrasté. Dans les colonnes des journaux économiques européens, on parlait d'extravagance, de initiatives théâtrales. Des experts à Washington évoquaient une politique insoutenable, rappelant que les rivières d'Afrique de l'Ouest étaient menacées par la pollution minière et le changement climatique. En France, certains éditorialistes ironisèrent. Après l'or et le coton, voilà que le Burkina Faso mise son avenir sur des poissons. Mais derrière ces sarcasmes, l'inquiétude pointait. Car si cette stratégie fonctionnait, si la souveraineté alimentaire devenait réalité, c'étaient des marchés d'importation entiers qui risquaient de s'effondrer. Les cartels du commerce du poisson congelé voyaient déjà leur influence menacée. À Paris, pourtant, les communautés africaines réagirent autrement. Dans les quartiers de la diaspora, les vidéos de poissons déversés firent le tour des réseaux sociaux. On y voyait non pas une farce, mais un geste de libération. Beaucoup y lurent un message adressé au monde. L'Afrique n'a pas besoin d'aumône, elle peut nourrir ses enfants. C'est là que résidait la force symbolique de l'acte. Au moment où l'on se moquait de lui dans certaines capitales, Ibrahim Traoré devenait, pour des millions d'Africains, un symbole de courage politique. Et les actualités Afrique n'avaient plus le même goût. Elles parlaient non de misère ou de guerre, mais de dignité retrouvée. Mais si l'émotion soulevée fut immense, les véritables conséquences sociales, politiques et stratégiques ne faisaient que commencer. Dans les villages du Burkina Faso, les changements furent visibles en quelques mois seulement. Les familles, longtemps condamnées à des repas monotones à base de sorgho, redécouvrirent la saveur du poisson frais. La malnutrition, qui rongeait silencieusement les campagnes, commença à reculer. Dans certaines écoles, les programmes de cantine intégrèrent le poisson séché et fumé issu des nouvelles pêches, offrant aux enfants une source régulière de protéines. Les enseignants témoignaient d'une amélioration tangible, moins de fatigue, plus de concentration, une énergie nouvelle dans les classes. Les jeunes, eux aussi, réagirent. Beaucoup, qui avaient quitté leur village pour chercher du travail précaire dans les villes, commencèrent à revenir. La pêche redevenait un métier viable. Des coopératives locales virent le jour, regroupant des familles pour acheter des filets, entretenir des cages d'aquaculture et partager les profits. Les femmes organisèrent des réseaux de transformation et de distribution, garantissant que le poisson atteigne même les marchés reculés. Ce mouvement ne fut pas seulement économique, il fut profondément culturel. Les anciens racontaient aux enfants que les rivières, autrefois abandonnées, étaient redevenues des lieux de vie et de mémoire. Le sentiment d'appartenance, d'unité et de dignité se renforça. Et dans chaque foyer, on murmurait le même nom, Ibrahim Traoré, celui qui avait rendu aux rivières leur pouvoir nourricier. Mais au-delà des assiettes et des marchés, l'acte de relâcher 150 tonnes de poissons eut un effet politique saisissant. Dans un pays marqué par l'instabilité et la méfiance envers les élites, le geste changea la perception collective. Pour la première fois depuis longtemps, un président ne se contentait pas de discours. Il livrait des résultats visibles, palpables. Dans les discussions de marché, dans les radios locales, une phrase revenait sans cesse « Il nous nourrit ». Cette reconnaissance spontanée se transforma en légitimité politique. Les opposants au Parlement, jadis prompts à attaquer le jeune chef d'État, se trouvèrent démunis face à la popularité croissante du projet. Chaque poisson attrapé devenait un vote silencieux pour le maintien d'Ibrahim Traoré au pouvoir. Le geste eut aussi une résonance régionale. Des délégations venues du Mali, du Niger et du Togo se rendirent discrètement à Ouagadougou pour observer l'initiative. Des discussions s'ouvrirent sur une éventuelle coopération pour protéger les cours d'eau partagés. Ainsi, le Burkina Faso, longtemps marginalisé dans les affaires africaines, s'imposait soudain comme un laboratoire d'innovation souveraine. Dans les actualités Afrique, on ne parlait plus seulement de coup d'État ou de pauvreté, mais de renaissance écologique et de souveraineté alimentaire. Et au centre de ce récit, une figure se dressait, à la fois décriée et admirée. Ibrahim Traoré.
Mais si les conséquences sociales et politiques furent profondes, elles ne représentaient qu'un chapitre. Car le regard du monde, des États-Unis à l'Europe, allait bientôt se poser avec insistance sur cette expérience burkinabé. À Washington, l'initiative d'Ibrahim Traoré suscita d'abord des sourires condescendants. Les experts des think tanks comparèrent le projet à une mise en scène populiste, une fantaisie exotique vouée à l'échec. Mais à mesure que les chiffres apparurent, baisse des importations de poissons, amélioration des indicateurs nutritionnels, reprise de l'activité dans les marchés locaux, le ton changea. Les stratèges américains comprirent qu'il ne s'agissait pas seulement d'un pari écologique, c'était un acte de souveraineté. Or, pour les États-Unis, l'Afrique est depuis longtemps un terrain de dépendance. Dépendance aux aides alimentaires, dépendance aux financements extérieurs, dépendance aux circuits d'importation. Voir un pays comme le Burkina Faso, enclavé, pauvre, longtemps marginalisé, réussir à redonner vie à ses rivières sans appui extérieur remettait en cause toute une architecture de domination économique. Dans les cercles politiques, une question commença à circuler. Et si ce modèle s'exportait? Car si le Burkina Faso pouvait réduire sa dépendance, pourquoi pas le Niger, le Mali, voire d'autres pays du Sahel? L'inquiétude ne portait pas seulement sur la souveraineté alimentaire, mais sur la perte d'influence géopolitique. Car un peuple qui mange à sa faim est plus difficile à manipuler. Et dans ce constat simple, les États-Unis virent un défi stratégique inédit. En Europe, les réactions furent tout aussi ambivalentes. Officiellement, de nombreux économistes critiquèrent le projet, non durable, irréaliste face au changement climatique, une illusion médiatique. Mais dans les coulisses, une autre crainte montait. Si les pays africains réduisaient leurs importations de poissons congelés, ce seraient des milliards d'euros de commerce qui s'évaporeraient. Les lobbies agroalimentaires, de Paris à Bruxelles, redoutaient déjà une contraction brutale de leur marché. Dans les actualités Afrique relayées par les médias européens, l'affaire fut présentée comme une curiosité, presque une anecdote. Pourtant, dans les rues de Bamako, de Niamey ou de Lagos, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les jeunes partageaient les vidéos de poissons déversés, comme on partage un acte de rébellion. On parlait de diplomatie du poisson, une nouvelle forme de résistance douce face à l'héritage colonial. Pour l'opinion publique mondiale, l'image d'Ibrahim Traoré sur une barque libérant des milliers de poissons dans les eaux silencieuses devint un symbole inattendu. Contrairement à tant d'autres dirigeants africains qui quémandent des prêts dans les capitales occidentales, lui montrait qu'un geste simple, enraciné dans les besoins quotidiens de son peuple, pouvait redonner dignité et indépendance. Ainsi, un pays enclavé et souvent méprisé s'imposa au cœur des débats internationaux. Et l'ironie voulut que ce ne soit ni par le pétrole, ni par l'or, mais par le poisson que le Burkina Faso bouscula l'ordre établi. Mais ce n'était encore qu'un début. Car derrière cette initiative se profilait une question plus profonde. Que se passerait-il si tout un continent décidait de suivre cet exemple? Ce que peu avaient anticipé, c'est que l'initiative ne resterait pas confinée à un geste présidentiel. Très vite, les communautés locales s'approprièrent le projet. Dans les villages, des jeunes formèrent des brigades pour surveiller les rivières, empêcher le braconnage et protéger les zones de reproduction. Lorsque des écloseries furent endommagées par des inondations, les habitants les reconstruisirent en quelques jours, sans attendre l'aide de l'État. Cette dynamique transforma l'acte initial en un véritable mouvement populaire. Les anciens rappelaient aux plus jeunes que nourrir son peuple est la première condition de l'indépendance. Les coopératives de pêche, les associations de femmes, les chefs traditionnels, tous se mirent à parler d'une seule voix. Protéger les rivières, c'était protéger la nation. Ainsi, une politique imposée par le sommet se muait en une renaissance portée par la base. Ibrahim Traoré, en misant sur la nourriture comme instrument de souveraineté, avait libéré une énergie collective insoupçonnée. Le Burkina Faso n'assistait plus à une expérience isolée. Il vivait une mobilisation nationale qui allait au-delà de l'écologie. À l'échelle régionale et internationale, le retentissement fut encore plus surprenant. Ce qui avait été perçu comme une fantaisie se révéla être un catalyseur politique.
Les voisins du Burkina Faso commencèrent à envoyer des délégations pour comprendre le modèle Traoré. Des discussions naquirent autour d'accords régionaux de protection des cours d'eau. La diplomatie du poisson prenait forme et avec elle un nouvel équilibre de pouvoir en Afrique de l'Ouest. Les grandes compagnies importatrices, inquiètes de voir s'effriter leur marché lucratif, intensifièrent leur pression. Mais la dynamique était lancée. Plus les critiques s'accumulaient à Bruxelles ou à Washington, plus l'initiative gagnait du prestige à Bamako, Niamey et Lomé. Pour la jeunesse africaine, Ibrahim Traoré devenait le symbole d'un dirigeant qui ose nourrir son peuple avant de soigner son image auprès des capitales étrangères. Dans les actualités Afrique, l'écho de ce tournant fut clair. Le Burkina Faso, jadis relégué au second plan, s'imposait désormais comme un laboratoire d'indépendance. Et ce n'était plus seulement une question de poisson. C'était la démonstration qu'un leader pouvait changer la donne avec un geste simple, mais porteur de dignité et de fierté. Et c'est ainsi qu'un acte jugé naïf par beaucoup devint, contre toute attente, le socle d'une nouvelle légitimité. Au bout du compte, ce ne fut jamais seulement une histoire de poisson. C'était l'histoire d'un peuple qui, grâce à un geste audacieux, retrouva la dignité de se nourrir lui-même. Dans les marchés animés, dans les écoles où les enfants reprenèrent des forces, dans les villages où les pêcheurs levaient à nouveau leurs filets, le Burkina Faso renaissait. Le message d'Ibrahim Traoré résonne comme un serment. Nous ne demandons pas la permission d'être libres. Nous nous sommes levés pour la conquérir. En réintroduisant la vie dans ces rivières, il a rappelé au monde que la souveraineté ne se négocie pas, elle se construit, repas après repas, geste après geste. Et si le destin d'un pays enclavé peut être transformé par 150 tonnes de poissons, que pourrait accomplir un continent tout entier lorsqu'il choisit de reprendre ses ressources, sa terre, son avenir? Si l'esprit d'Ibrahim Traoré touche votre cœur, partagez cette histoire. Abonnez-vous pour continuer le voyage vers une Afrique qui ne courbe plus la tête. Que Dieu bénisse l'Afrique.